C'est vraiment un des aspects de l'IA générative que je trouve personnellement le plus intéressant. C'est justement d'augmenter la créativité et d'augmenter la possibilité de nouveaux formats. Par défaut, on pense toujours à l'IA générative pour augmenter la productivité et la plupart des cas d'usage qui sont testés dans les médias, c'est malheureusement pour augmenter la productivité. Bonjour Cathy, merci beaucoup d'être intervenue et d'avoir donné ton retour surtout d'experte sur la façon dont l'IA générative est utilisée dans le secteur des médias et en particulier chez France Télévisions. Beaucoup de journalistes aujourd'hui, avant l'arrivée de l'IA générative, faisaient principalement une sorte de revue des réseaux sociaux, une revue des dépêches AFP et allaient probablement être amenés pour se différencier à revenir à une forme de journalisme à l'ancienne, peut-être aller plus sur le terrain, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, ce que vous mettez en place chez France Télévisions sur ce sujet-là? Effectivement, avec cette transformation technologique, finalement, on est face à un paradoxe qui est, on revient peut-être plus aux fondamentaux du métier de journaliste, qui sont écouter les gens, aller voir les gens, trouver un sujet, développer un sujet, interagir avec les gens en empathie pour rendre compte de ce qui se passe dans le monde. On n'est plus du tout dans cette facilité que l'on avait peut-être ces dernières années où on se contente de suivre les actualités du réseau social ou peut-être regarder juste ce que font les autres et le recopier, ce qui n'est pas la seule façon dont on fait du journalisme à France Télévisions, bien évidemment loin de là, mais on avait un peu pris ce travers à travers la proximité numérique, de s'éloigner encore plus de nos audiences, chose qu'on doit mettre vraiment en place aujourd'hui. On va revenir sur les fondamentaux. Est-ce que l'avenir du journalisme, en tout cas du journalisme fait par les humains, c'est peut-être plutôt des formats longs, des enquêtes, des analyses, à l'image de ce qu'on peut voir, on en parlait pendant le cours, dans des médias, groupes de médias comme Society, SoFoot, etc., qui ont pris ce virage-là, finalement pas si numérique que ça, enfin un peu à contre-courant des formats numériques depuis pas mal d'années déjà? Effectivement, il faut éviter de tomber dans la solution de facilité qui serait de se dire, avec les moyens technologiques de l'intelligence artificielle générative, je peux encore produire plus d'informations plus vite. Donc ce n'est pas cela la solution que l'on aura dans ce nouveau monde qui sera rempli d'informations et d'informations virtuelles, artificielles, fabriquées par l'IA. Donc nous, vraiment, pour se différencier, et les médias de service public en général, il faut que l'on retrouve nos valeurs et cette valeur de rendre compte du monde et peut-être parfois prendre un peu plus de temps, même si c'est pas forcément intéressant économiquement, mais c'est vraiment quelque chose qui nous différenciera des autres médias, plus commerciaux, qui seront peut-être plus amenés à adopter plus rapidement ces outils pour fabriquer plus d'infos plus vite, mais peut-être de moindre qualité. Sur cette question de l'information et de la manipulation de l'information que rend possible, en tout cas facilite l'intelligence artificielle, quelles sont les réflexions en cours ou les chartes ou finalement les démarches qui ont été mises en place chez France Télévisions sur ce sujet-là? Alors il y a une double réflexion qui est d'un côté effectivement d'encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les médias, à travers des chartes, à travers des guides de bonne pratique, où l'on se donne des éléments pour se dire telle utilisation convient à un média de service public, telle utilisation est peut-être même interdite. Donc ça c'est d'un côté, et en parallèle, on a mis en place tout un programme de sensibilisation des journalistes, des métiers de journalistes et des autres métiers autour aussi, des documentalistes et des autres corps de métiers à France Télévisions, qui les aident déjà à comprendre les bases du fonctionnement de l'intelligence artificielle et maintenant de l'intelligence artificielle générative, et ensuite aussi de comprendre les enjeux et les opportunités et de démystifier aussi le sujet. Donc il y a les deux démarches en parallèle, il y a cette démarche de sensibilisation d'un côté et la démarche d'encadrement de l'utilisation de l'IA de l'autre. En tant que producteur d'information, que producteur de contenu, de fiction, comment vous vous placez face à cette vague d'IA générative, dans la mesure où vous êtes à la fois producteur, donc fournisseur peut-être contre votre gré de données d'entraînement à des modèles d'intelligence artificielle, et en même temps utilisateur, parce que à terme en tout cas, et déjà dès à présent, ces modèles peuvent être utilisés pour créer ces contenus, en tout cas pour créer certaines briques sur ces contenus. Comment vous vous placez dans cette dichotomie
entre le fait de potentiellement être spolié sur une de vos créations et en même temps utiliser ces outils comme des outils créatifs? D'un côté, il faut absolument que l'on protège nos droits d'auteur de nos contenus puisque c'est notre modèle économique et ces modèles, dans la plupart des cas, se sont entraînés sur un vaste corpus de données dans nos articles que l'on a publiés sur Internet. Il faut que l'on maintienne et que l'on sauvegarde un modèle économique pour nos rédactions d'un côté et de l'autre côté, on ne peut pas s'interdire de tester ces nouvelles technologies puisque de toute façon, elles sont sur le marché et il faut que l'on trouve la bonne façon de les utiliser pour nous aussi améliorer la qualité de nos contenus et donc rester pertinent dans cette course à l'information qui restera une course à l'information, mais dans laquelle on doit trouver notre place avec une information de valeur, une information de qualité, une information vérifiée et de confiance. Justement, est-ce que tu as des exemples de la façon dont vous avez utilisé ces technologies, peut-être pour de l'information ou pour de la fiction, pour des expérimentations en interne? Nous, en ce moment, nous sommes vraiment en phase d'exploration des outils. On a un des volets qui est très intéressant pour nous, qui est l'IA en tant qu'aide à l'éditorialisation d'un contenu. Donc, elle peut nous proposer un titre pour un meilleur référencement sur Internet, elle peut nous proposer de structurer un texte, mais en aucun cas, elle va écrire un article à la place du journaliste. Donc c'est vraiment un outil d'aide à l'édition d'un contenu, d'un côté. Et d'un autre côté, bien sûr, on teste aussi du côté des images tous les outils qui sont disponibles aujourd'hui dans les solutions métiers, comme les solutions d'Adobe pour ne pas les citer, qui nous permettent réellement d'accélérer la créativité, qui encore une fois ne remplace pas le créatif, qui ne remplace pas le métier du créatif, mais qui sont tout un tas de briques qui nous permettent de dégager du temps, d'être plus efficace et donc d'avoir plus de temps pour réfléchir à des solutions créatives. Un des aspects très intéressants de l'IA générative, c'est qu'il permet de faire des ponts entre toutes les modalités, tout type de médias. On peut passer de la vidéo à l'audio, de l'audio au texte, du texte à la 3D par exemple. Comment justement tu vois le futur des médias avec ce passage d'une modalité à l'autre qui n'était pas possible avant ou de façon beaucoup plus compliquée? Dans le futur, je pense qu'on aura réellement des médias qui seront beaucoup plus au service du public, puisque en fait le public pourra choisir s'il veut consommer une information sous forme de texte, sous forme d'un podcast, sous forme d'une vidéo. En fait, on aura peut-être aussi les métiers qui, dans un futur proche, lointain, changeront aussi, puisqu'en fait, on aura de plus en plus de passerelles entre les métiers aussi. Aujourd'hui, ou peut-être encore il y a quelques années, on avait vraiment des silos de métiers entre quelqu'un qui s'occupait du son, quelqu'un qui s'occupait de l'image, quelqu'un qui écrivait un texte. Demain, toutes ces frontières seront un peu plus floues. Pour chacun dans ces métiers, ce serait aussi plus intéressant puisqu'ils auront véritablement des passerelles d'un métier à l'autre pour pouvoir en fait travailler de façon encore plus créative sur les contenus. Tu nous as montré un exemple du journal télévisé d'Anne-Sophie Lapix en l'occurrence, qui était traduit automatiquement dans plusieurs langues, en espagnol, en anglais, à partir de la version originale en français. Quels seraient finalement les freins ou les réticences pour aujourd'hui diffuser directement un journal télévisé produit en français directement à beaucoup d'autres audiences, y compris peut-être pour des langues extra-européennes ou peut-être même sur France 24 qui est déjà dans plusieurs langues? Rien ne nous empêcherait de le faire. Pour l'instant, on ne le fait pas parce que les solutions technologiques sont quand même encore assez limitées. Il faut beaucoup de contrôle humain encore derrière. Donc on n'aura tout simplement pas les moyens humains de toute façon de le faire aujourd'hui. En revanche, ce qu'on fait déjà, on a un projet avec les autres médias de service public européens qui s'appelle Perspective européenne. Et donc dans ce projet-là, on utilise déjà de la traduction automatique pour rendre accessible du contenu texte sur les différents sites des différents médias. Donc on peut retrouver un article écrit par un média polonais, par exemple, sur le site de France Télévisions, sur le site de France Info, pour justement ouvrir un peu cette perspective sur différentes visions dans les différents pays d'Europe. Et donc demain, effectivement, on pourra se dire peut-être que l'on peut mettre à disposition aussi des contenus vidéo de la même manière qu'on le fait aujourd'hui avec le texte. Il y a différentes façons d'utiliser l'IA générative. On pourrait se dire, voilà, la façon de transformer, de produire plus rapidement, par exemple, des contenus existants, et aussi le fait que ces nouveaux outils donnent accès à des nouveaux types de formats. Je donne un exemple qu'on a évoqué rapidement dans le cours, la séance précédente. C'était des personnes qui s'amusent à partir de réseaux de neurones, de systèmes d'intelligence artificielle, qui sont capables de reproduire des événements, des scènes en 3D à partir d'une vidéo, de comprendre la profondeur et de reconstituer ces scènes en 3D. Il y a des gens qui s'amusent à faire tourner ces réseaux de neurones sur des scènes de films, par exemple Le Seigneur des Anneaux. Donc on peut se balader
c'est pas encore parfait, mais à l'intérieur de la scène de film, et donc peut-être jouer dans un jeu vidéo à l'intérieur de la scène, ou même on pourrait imaginer reconstruire le film avec des nouveaux angles de caméra et réécrire le film avec une nouvelle grammaire cinématographique, mais avec le même aspect, les mêmes décors, les mêmes personnages, les mêmes acteurs. Est-ce que ça te fait penser à des choses sur ces nouveaux types de formats, même moins prospectifs que celui que je viens de décrire? Est-ce que vous avez des choses que vous avez explorées ou que vous avez envie d'explorer? C'est vraiment un des aspects de l'IA générative que je trouve personnellement le plus intéressant, c'est justement d'augmenter la créativité et d'augmenter la possibilité de nouveaux formats. Par défaut, on pense toujours à l'IA générative pour augmenter la productivité et la plupart des cas d'usage qui sont testés dans les médias, c'est malheureusement pour augmenter la productivité. Mais il ne faut pas s'interdire de tester toutes ces possibilités avec l'IA générative, notamment quand on pense par exemple que tous nos décors sur la plupart des tournages sont déjà en partie virtuels, donc on peut tout simplement transposer un décor virtuel comme ça dans un jeu comme Roblox et finalement devenir soi-même acteur au sein d'une des marques de France Télévisions. Donc c'est des choses qu'on a déjà testées en plus, que l'on a déjà testé autour des contenus sportifs et que l'on continuera de tester puisque c'est là aussi une nouvelle façon de créer de l'engagement des audiences, de co-construire des contenus avec nous et de s'approprier en fait une marque de France Télévisions à travers ces outils d'IA générative qui nous aident à s'immerger dans un contenu. Sur les questions finalement des rapports avec les grandes plateformes qui sont en train d'émerger dans ce domaine-là, on voit qu'il y a des médias qui font des deals directement avec ces plateformes. Et dans le cours, tu nous parlais de la stratégie, en tout cas actuelle, de France Télévisions, qui était plus que les médias parlent de façon groupée à ces plateformes pour ne pas se faire finalement atomiser et qu'elles n'aient pas une voix éparpillée face à ces grands acteurs qui, à terme, pourraient être un danger pour tous ces médias. Et même pour le pluralisme médiatique. Concrètement, est-ce que cette réponse groupée de médias arrive à s'organiser? Est-ce que les médias arrivent à avoir une voix commune dans cette révolution technologique? Les médias, ils ont tous un enjeu de survie économique face à ces nouvelles technologies et face à ces nouveaux usages qui se créent à partir de ces nouvelles technologies, puisque on l'a vu dans le cours, demain on n'aura peut-être plus des pages de résultats avec des liens vers les sites internet, mais on aura directement le texte en résultat de recherche. On a plus ou moins tous le même enjeu, on n'a pas tous le même poids et on est en train de s'organiser au sein de groupements de médias à la fois à l'intérieur de la France comme le Geste par exemple, mais aussi au niveau européen avec l'UER pour trouver un poids de négociation face à ces géants de la tech qui ont besoin quand même de nos contenus puisqu'ils se sont entraînés sur les articles déjà disponibles, mais demain s'ils veulent remplacer les moteurs de recherche, ils auront besoin d'actualité et ça ce sont les contenus que nous avons et des contenus de qualité et des contenus de confiance. Et donc on a un certain poids dans la négociation et surtout quand on s'associe tous ensemble. Oui, effectivement, je pense qu'il y a un poids sur la factualité, le fait d'être dans l'actualité, que ces entreprises-là, elles n'y ont pas accès naturellement, donc elles ont besoin aussi de vous. Je trouve que c'est vraiment une phase très très passionnante aujourd'hui pour les étudiants qui arrivent sur le marché du travail, puisqu'en fait, on n'a jamais eu une telle disruption technologique et qui va autant impacter les différents métiers. Je pense qu'on est vraiment dans une phase très passionnante de l'histoire des métiers et des professions créatives. Et c'est très très bien que vous fassiez ce cours et que vous leur donniez les outils pour réussir demain dans ce nouveau monde. Sciences Po.